Salut les pilotes, moi c'est Morgan Elias Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo que vous attendiez très certainement, la vidéo où je vous dis tout, absolument tout sur la H7. Attention, n'ayez pas les idées mal placées. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout d'abord envoyer un gros merci à Eric, Antadroneur, qui m'a fait un don sur le Paypal. Merci pour ton soutien Eric, ça fait toujours plaisir de lire tes commentaires et de recevoir en plus comme ça du soutien, merci beaucoup, ça me touche. Et la deuxième personne, ce sera Julien, qui est mon premier mécène sur Patreon. Merci Julien, j'espère en tout cas que tu vas apprécier mes vidéos comme tu les apprécies déjà, et que cette aventure va durer aussi longtemps que possible. Pour entrer dans le vif du sujet, on va parler donc de la H7 de chez Flight One. J'en ai plusieurs exemplaires autour de moi, je vais essayer de vous montrer le maximum de choses. On va commencer par un petit descriptif de la carte, qu'est-ce que vous gagnez avec cette carte, quel est l'avantage de cette carte. On va enchaîner bien sûr avec les fonctionnalités, puisque c'est une carte qui a été annoncée comme avec de l'IA à l'intérieur. Il y a même des gens qui se sont posés des questions, comme Joshua Bardwell, si vous suivez ses vidéos. Ensuite, on continuera avec la première chose obligatoire à faire quand vous recevez une nouvelle carte de vol, aussi bien Flight One qu'une autre marque. On va faire le tour, bien évidemment, de tout ce qui est fourni avec la H7, ainsi que quelques options qui sont disponibles, avant de poursuivre avec les différentes connexions que vous pouvez faire sur cette H7 et son montage. C'est une vidéo qui risque d'être un peu longue, j'espère en tout cas que je vais réussir à la découper correctement et que je ne vais pas vous perdre en cours de route. Merci en tout cas d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. C'est parti. Je vous dis tout sur la H7. Pour commencer, c'est une carte de vol que vous pouvez trouver sur le magasin Flight One et chez certains revendeurs. J'aimerais attirer votre attention sur un point, c'est que les revendeurs, en tout cas en Europe, ne reçoivent pas leurs commandes par mois. Je m'occupe de tous les envois pour les clients particuliers, mais je ne m'occupe pas des revendeurs. En faisant cette différence d'ailleurs, on va comprendre une chose. Quand vous achetez directement chez Flight One, sur le magasin Flight One, le Flight One Store, vous trouverez le lien juste en dessous, vous bénéficiez d'une garantie qui va vous permettre de remplacer cette carte de vol. Si vous la cramez, elle va vous coûter 8,50 $ plus les frais de port. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous la cramez, vous contactez le support, vous avez même une vidéo qui risque d'apparaître là, ou là, je sais plus, je sais jamais, mais en tout cas elle va apparaître quelque part. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment contacter le support. Vous n'aurez qu'à contacter le support, leur dire que votre carte de vol est HS, vous allez leur donner votre numéro de commande pour prouver que vous l'avez commandé sur le store de Flight One, et vous avez le droit à cette garantie. Juste une chose à savoir avec cette garantie, si vous êtes en Europe, donc en France ou ailleurs, quand vous commandez votre carte, vous allez devoir choisir les frais de port les plus bas possibles. C'est comme ça que vous allez en fait vous assurer que la carte soit envoyée directement depuis l'Europe. Une garantie géniale qui est à l'habitude de Flight One. Si vous l'avez commandé sur notre store, 8,50 $ plus les frais de port et vous remplacez votre carte. Si vous l'avez acheté chez un revendeur, vous avez toujours l'option DRP, donc le Damage Replacement Program, donc le programme de remplacement en cas de dégâts, qui vous offrira un petit bonus de 30% de réduction sur votre prochaine carte si jamais vous la grillez mais que vous ne l'aviez pas acheté chez nous. Au niveau des fonctionnalités de cette carte H7, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est un processeur H7. Donc ce processeur que vous voyez là avec le joli petit sticker Schizo est un processeur de 500 MHz. Vous allez me dire, mais c'est rien du tout, mon téléphone fait bien plus que ça. Oui, mais si vous étiez vieux comme moi, ça fait mal quand on le dit à voix haute. Si vous étiez vieux, si vous aviez connu une certaine époque, il y avait des PC qui avaient moins de 500 MHz comme processeur. Donc c'est relativement impressionnant de voir ça sur une si petite carte de vol. Cette puissance va servir pour beaucoup de choses. Les modules qui sont contrôlés par intelligence artificielle, les options sur la carte de vol, et un nombre de connecteurs qui est très impressionnant pour cette toute petite carte. Une chose que j'ai adoré, l'OSD graphique vectoriel. Ça veut dire que vous allez pouvoir choisir une image, votre logo par exemple, et le mettre en tant que boot, que vous verrez dans vos lunettes quand vous démarrez votre drone. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer comment ça marche. Le régulateur de voltage intégré sur cette carte, normalement, est hyper puissant. En tout cas, je n'ai eu aucun problème, vous avez au moins vos 2 voire 3 ampères disponibles sur le rail 5V. La carte de vol peut être alimentée directement par la batterie de 4S à 6S, donc pour tous les pilotes qui comme moi volent en 6S, c'est parfait. Le GPS, le RTH, une chose à savoir quand même, le GPS normalement fonctionne très bien sur les dernières alphas, devrait bientôt arriver en stable. Le RTH fonctionne également, le seul souci c'est que si vous êtes en analogique, vous pouvez le faire très facilement. Si vous êtes en FPV numérique de chez DJI, vous aurez un petit souci, c'est qu'il vous faudra vous servir de votre téléphone, par exemple, avec l'application du configurateur FalcoX, pour pouvoir faire le wizard et activer le RTH. En parlant de RTH, on est en train de faire des tests avec Nick, donc Wildwee, pour essayer d'avoir la home arrow, donc la petite flèche qui vous indique la maison, si vous faites du long range par exemple, et que vous ne savez plus vraiment d'où vous avez décollé. Pour le moment, normalement, elle fonctionne en analogique, on est en train de la faire fonctionner pour le DJI. Donc si vous avez encore des soucis sur DJI, ne vous inquiétez pas, on devrait le régler très bientôt. Il y a évidemment un support pour l'OSD des masques DJI. Attention, vous ne pouvez toujours pas activer les menus. Ça, c'est un problème qui existe depuis quelques versions maintenant, ils n'ont toujours pas réussi à régler ça, mais ça devrait être fait très bientôt.
Donc l'ouverture des menus avec les 2 sticks en bas à gauche ne fonctionne pas, par contre tout le reste de l'OSD fonctionne, le voltage, le milliampère, etc., etc. Les pads 5 volts peuvent être transformés en VBAT. Théoriquement, vous devez souder le jumper pour le VBAT, retirer le petit transistor, et vous avez du VBAT à la sortie des connecteurs. C'est une chose que je vous déconseille, mais on verra ça tout à l'heure. Vous avez à l'intérieur un pit switch intégré, donc pour tous ceux qui font de la course, le pit switch intégré est très très pratique. 1 Go de mémoire flash sur la carte, on va pouvoir log pas mal de données une fois que ce sera mis en place. Une version plug, donc qui sera entièrement en plug and play, avec tous ces plugs qui sont sur le dos de la carte, et une version solder avec des pads renforcés pour éviter de les lifter, donc de les arracher de la carte si vous chauffez trop longtemps. Il y a 7 UART disponibles. Les UART 1, 3 et 8 sont disponibles en pad pour souder directement dessus. L'UART 2 est utilisé pour le Smart Audio, donc c'est celui qui est en haut avec le connecteur caméra et VTX. Les UART 4 et 5 ont un pin de disponible sur les connecteurs, et l'UART 6 est disponible uniquement sur la version connecteur. Vous allez me dire, il en manque un, il y a toujours un UART qui est bloqué et qui est utilisé pour la communication en USB de la carte. Et dernier point que j'ai vraiment apprécié, les montages. Vous pouvez aussi bien la monter en 30 par 30, qu'en 20 par 20. Si vous avez envie de faire un petit build tout petit qui utilise du 20-20, il n'y a aucun problème, vous avez juste à découper les petites ailettes en 30-30 et vous vous retrouvez avec une carte en 20-20. Dès que vous recevez votre nouvelle carte de vol, que ce soit Flight One ou une autre marque, vous avez une chose très importante à faire. Prenez un câble et vous la branchez. Si en la branchant, il n'y a aucune lumière qui s'allume, c'est que la carte est morte. Pourquoi je vous dis de faire ça dès que vous la recevez? Quand vous recevez votre carte, vous ne savez pas si elle fonctionne ou pas. C'est une carte de Schrödinger, comme le chat. Elle marche et elle marche pas, tout en même temps jusqu'à ce que vous la testiez. On est d'accord, quand on attend sa carte depuis longtemps, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de la prendre, de la monter, de l'installer dans son quad et de sortir pour voler avec. C'est un gros piège. Pourquoi? Parce que cette carte, pour l'instant, on ne sait pas si elle fonctionne ou pas. Quand vous la recevez, il n'y a ni soudure dessus, ni pin plié dans les connecteurs, rien. Elle est comme neuve, sortie d'usine. Si en la branchant, vous vous rendez compte que bizarrement aucune lumière ne s'allume, c'est que la carte est morte. Pourquoi? Je ne sais pas. Cette carte a été reçue par un client qui m'a contacté dans la foulée, qui a bien évidemment eu la bonne idée de plug sa carte, de brancher sa carte sur son PC pour vérifier qu'elle fonctionne dès qu'il l'avait reçue. La carte chauffe à un point sur un des petits connecteurs. Par contre, le MCU, donc le MCU c'est le processeur de la carte, n'a rien. Je l'ai testé avec un multimètre, le MCU n'est pas court-circuité. Mais la carte ne fonctionne pas. Il y a un point qui chauffe et elle n'est pas détectée sur votre PC. Si vous le faites dès la réception de la carte, l'avantage c'est que vous pouvez nous contacter en nous disant je viens de recevoir la carte, je l'ai branchée, il n'y a rien qui se passe, on va essayer de vous aider, peut-être que vous avez fait quelque chose de travers ou que les drivers ne sont pas bons. D'ailleurs j'ai une vidéo si vous avez un problème de driver, mais si ça se trouve la carte est juste morte. Ce n'est pas censé arriver. Ces cartes-là sont flashées à la main par USB et on pose le sticker sur le MCU une fois que c'est fait. C'est-à-dire que si la carte est arrivée jusqu'à moi puis jusqu'à vous, elle est censée fonctionner. Maintenant, ça reste de l'électronique, il peut y avoir quelque chose qui a surchauffé pendant le flashage, par exemple. Ils l'ont flashé aux États-Unis, ça a cramé un connecteur. Voilà. Au moins, on le sait, ça peut arriver. Si ça vous arrive, contactez-nous tout de suite. On reprend notre carte Schizo, qui elle, s'allume. Vous voyez bien que vous avez la LED verte et la LED bleue qui s'allument, et les LED rouges qui sont en train de danser de gauche à droite. Si ça fait ça, c'est que la carte est parfaitement reconnue. Théoriquement, vous avez même, sur votre bureau, le dossier qui s'ouvre, comme n'importe quel disque dur que vous branchez sur votre PC. Quitte à l'avoir branché, vous savez qu'elle fonctionne, faites l'update. Vous avez deux possibilités. La première que je vais mettre en lien ici, j'avais fait une vidéo, vous avez juste à cliquer glisser le firmware que vous voulez dans la carte. Moi, je fais ça dans ce sens-là. Pourquoi? Puisque j'aime bien avoir le même firmware sur tous mes drones, quand je sais qu'il fonctionne nickel. Donc je fais mes tests avec les différents firmwares, et si je vois que le firmware me plaît bien, que j'ai un tune qui me plaît bien, je garde ce firmware-là jusqu'à ce que je teste le prochain. Vous pouvez également vous servir du configurateur, puisque maintenant vous avez un bouton Update, qui va même vous proposer d'update le bootloader s'il n'est pas à jour. Quand vous achetez une H7 plug version, vous recevez des plugs avec. Pour faire simple, vous allez recevoir quelques câbles. Le premier câble que vous allez recevoir, que vous devriez réussir à voir, c'est le connecteur pour les caméras analogiques. Il va se placer sur votre H7, vous allez avoir une sortie VTX et une sortie caméra. Vous allez également recevoir un connecteur 4 pins avec ces 4 fils. Ce câble-là est le câble pour votre RX. Le récepteur radio va donc se connecter sur RX1 et TX1. Ces câbles-là sont fournis d'origine avec la version plug de la H7. Vous avez d'autres câbles en option, par exemple le câble SC. Un câble SC qui va peut-être vous surprendre au départ, puisqu'il a 10 connecteurs d'un côté et 8 de l'autre. Sa particularité, c'est que le harnais de câble, comme vous le connaissez, est d'un côté, et vous avez un plus et un moins en plus pour pouvoir les souder directement sur le SC. Pourquoi, me direz-vous?
Eh bien c'est simple, très souvent quand il y a un crash ou en cas de crash, ce qui va cramer votre carte de vol, c'est un court-circuit au niveau de ce harnais de câble des ESC. Vous avez par exemple le connecteur qui va à peine se débrancher d'un côté, vous aurez par exemple le voltage qui arrive, mais plus le ground pour le faire ressortir de la carte. C'est comme ça que vous allez cramer le MCU de votre carte de vol. Et bien dans ce cas-là, vous aurez forcément au moins une alimentation qui va fonctionner sur votre carte de vol. Donc la partie rouge va bien évidemment se mettre dans la H7, l'autre côté directement sur le SC. Si je vous dis pas de bêtises, il est directement compatible avec les Afterburner, Megabolt, le Bolt 32 aussi. Il faudrait que je reteste quand même pour vérifier avant de vous dire une bêtise. En tout cas disponible avec la plupart des ESC de chez Flight One, dans le bon ordre, et vous avez les deux câbles en plus pour les souder. Personnellement, les deux câbles en plus, sur les Afterburner et Megabolt, j'arrive à les souder directement en dessous, puisque sous le connecteur, vous avez les petits pads. Sur les autres ESC, j'ai essayé sur un Hobby-Wing, je me suis amusé à l'alimenter directement depuis la batterie, et ça fonctionne très très bien. Donc j'avais les deux premiers câbles qui sont soudés sur l'ESC, sur les pads de la batterie, et le gros harnais qui va se brancher dans l'ESC de façon classique. Deuxième câble que vous pouvez recevoir en option, le câble DJI. C'est un câble qui a d'un côté un connecteur pour le Air Unit, et de l'autre côté, un connecteur pour l'alimentation et le câble S-Bus, et un connecteur pour l'UART. Au niveau du branchement, je ne suis pas sûr, puisque je ne m'en suis jamais servi, et j'ai pas réussi à avoir les informations, mais à mon avis, ça se branche comme ça. Vous allez donc vous retrouver avec, d'un côté, votre Air Unit, sur votre carte de vol, sur le connecteur normalement destiné à votre récepteur radio, vous allez donc vous retrouver avec le câble qui va communiquer avec le RX et TX du Vista ou du Air Unit, et sur le haut, vous allez avoir l'alimentation et le câble S-Bus qui va servir du Smart Audio, donc de l'UART 2, pour la communication FC radio. Si vous avez remarqué, vous vous retrouvez avec l'alimentation qui se fait directement par les connecteurs, ce qui veut dire que vous êtes censé bridge pour avoir du VBAT, enlever le petit transistor. Je vous ai dit dans l'intro que je n'aimais pas faire ça, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'à la moindre erreur, vous risquez de cramer votre carte de vol. De base, votre carte de vol sort du 5 volts. Tout petits bridges sont tout en haut là-bas. Votre carte de vol envoie de base du 5 volts. Vous n'avez rien à bridger, vous n'avez rien à toucher. Elle envoie du 5 volts, point final. J'ai préféré, moi, ne pas abridger les pads pour pouvoir sortir du VBAT ou quoi que ce soit. J'ai laissé en 5 volts. De base, ce qui peut s'alimenter en 5 volts, je le fais. Ce qui ne peut pas, je l'alimente directement depuis les ESC. Vous allez me dire, oui, mais sur les pads ESC, on va se retrouver avec un courant dégueulasse, avec des pics de voltage. Oui. Mais si vous mettez suffisamment de condensateurs, normalement, ça n'arrivera pas. Donc je me suis rendu compte que l'alimentation VBAT, je préfère la faire directement depuis l'ESC et éviter les problèmes. Autre souci que j'ai eu aussi, c'était sur une Revolt OSD, donc je n'ai pas essayé sur les nouvelles H7. Mon Vista demandait tellement d'ampérage que la Revolt OSD redémarrait en plein vol. Pour éviter ça, j'ai dû alimenter le Vista directement par les pads ESC, directement par la batterie, et ça fonctionne très très bien. Donc moi maintenant, je vais rester comme ça. Le gros connecteur en haut, VTX plus cam quand vous êtes en analogique. Un RX comme le Crossfire, vous utilisez le petit connecteur avec 4 fils qui arrive. Une chose à retenir, encore une fois, la télémétrie Crossfire n'est pas disponible dans Falco X, donc vous n'avez pas besoin de brancher le channel 2. Mettez simplement le channel 1 vers TX1, et c'est tout bon. Si vous utilisez le numérique de DJI et que vous avez à la fois les lunettes et la radio DJI, c'est tout simple à brancher. Juste le câble S-Bus où il faudra faire attention, et ensuite l'alimentation, vous la ferez comme vous le souhaitez. Soit directement par les ESC, soit en bridgeant le petit cavalier qui est ici, et en enlevant le transistor. Si vous faites comme moi et que vous êtes en DJI plus Crossfire, moi j'ai trouvé une solution qui m'allait très très bien. Je me suis retrouvé avec mon connecteur Crossfire qui va à l'endroit de tout à l'heure. Donc on met notre petit connecteur du côté. Là-dessus on aura notre Crossfire. Et notre énorme câble DJI, c'est pas parce qu'il fait que 3 pins sur 4 qu'on ne peut pas le mettre sur un gros connecteur. Rien ne vous empêche de faire ça. Et vous vous retrouvez avec votre RX Crossfire d'un côté, uniquement tout ce qui concerne l'UART de votre DJI sur le connecteur du bas, et au niveau de l'alimentation, je l'alimente directement par les ESC. Une chose qui est sympa, c'est que ce câble DJI, si vous souhaitez vous en servir, vous allez le recevoir avec un petit régulateur de voltage, qui va accepter le VBAT de 4 à 6S, qui va le remettre en 9 ou 12 volts, je ne sais plus. En règle générale, le petit régulateur sera soudé sur votre câble. Si vous ne voulez pas que le régulateur soit directement soudé sur le câble, mais recevoir le câble et le régulateur pour faire le montage comme vous le souhaitez, moi je vous conseille de mettre une note lors de votre commande sur le site de Flight One. Maintenant qu'on a vu les différents câbles qui sont fournis, aussi bien en option que de base, on va voir le montage de votre H7. Première chose à savoir, les protocoles UART, je pense que vous le savez, mais il est toujours bon de le rappeler, sont des protocoles qui nécessitent que
L'élément A communique du RX vers le TX de l'élément B, et du TX du A vers le RX du B. C'est un système de communication croisé qui généralement peut vous apporter quelques soucis. Si vous inversez un TX et un RX, le protocole ne fonctionnera juste pas. Par exemple, votre GPS ne marchera pas ou votre récepteur radio ne fonctionnera pas. Sur les H7, c'est elle qui gère tout. Ça veut dire que si vous vous trompez et que vous avez fait RX-RX et TX-TX, parce que vous n'avez pas envie de réfléchir, ou vous avez oublié, ou vous avez fait une erreur, des excuses, il y en a plein, et ça m'arrive aussi, bah pas de souci. C'est cette carte de vol qui va tout gérer. C'est elle qui va inverser les RX et TX pour vérifier que ça communique. Donc elle va vérifier chaque UART, l'inverser pour vérifier si ça marche mieux, et faire elle-même tous les réglages nécessaires. Donc ça veut dire que vous pouvez le monter très proprement et avoir les choses correctement dès le départ, mais si vous vous plantez, elle va s'en charger. Une autre chose qu'on me demande assez régulièrement, dans quel sens monter sa carte? Eh ben moi j'aime bien la monter le sticker vers le haut, parce que c'est joli. Plus sérieusement, en général, je mets les câbles un peu en dessous, il y a tout qui est bien caché, je risque pas d'avoir le strap batterie au-dessus qui risque d'endommager la carte, ou d'arracher un fil. Voilà, c'est ma façon de monter. Vous préférez avoir les connecteurs ou les petits pads vers le haut, il n'y a aucun problème. Vous n'avez aucune obligation de montage de la carte de vol dans un sens ou dans un autre. Sur mon race swoop, elle est à 45 degrés, vous voulez la mettre en verticale, je suis sûr que ça peut fonctionner aussi. Pourquoi? Puisque dans Falco X, vous aurez un wizard qui va essayer de détecter la position de la carte. Ça veut dire que vous allez d'abord devoir mettre votre drone à plat, puis sur le nez. Avec ces deux positions, le firmware va savoir dans quel sens est votre carte de vol et régler tout correctement pour que ça fonctionne. Par contre, il y a une chose qui est nécessaire sur toutes les cartes Flight One et que moi je continue à faire, c'est d'avoir un espacement correct entre votre ESC et votre carte de vol. Pourquoi? Parce que ces cartes de vol-là sont faites spécifiquement pour être utilisées avec Falco X maintenant, ou Flight One avant, ou Race Flight encore avant ça, mais elles sont surtout très fragiles. Elles sont vraiment faites en technologie de pointe. Le but étant que les performances soient incroyables. Et pour ça, il faut essayer de lui donner les meilleures conditions possibles. Votre ESC, à force d'envoyer du courant, puis plus rien, puis renvoyer, vous allez créer des champs électromagnétiques autour de l'ESC qui risquent de poser problème sur le gyro, sur les accéléromètres de votre carte de vol. C'est pour ça qu'on vous propose des gummies longs, que je vais mettre en photo bien sûr, des gummies longs qui en fait sont un gummy classique que vous recevez avec votre carte de vol, plus un O-ring, donc un joint torique assez épais. Vous êtes censé en mettre un long sur votre carte de vol, un long sur votre ESC, et l'espace qui va se retrouver entre les deux est juste parfait pour éviter que votre contrôleur de vol ait des soucis avec le champ électromagnétique de votre ESC. Un autre avantage que j'aime bien, c'est que ça laisse un espace suffisamment épais pour avoir les câbles qui circulent librement sur votre quad, sans pour autant toucher votre carte de vol. Et là vous vous dites, chouette, normalement, bah j'ai quasiment toutes les clés en main pour aller monter ma nouvelle carte de vol, je l'ai branchée, elle marche, on s'en fout des UART dans quel sens ils sont montés, je sais à peu près où mettre les choses sur les connecteurs, mais c'est génial! Non, avant de monter votre carte, vérifiez bien les diagrammes de connexion. Ils sont tous disponibles aussi bien sur mon site que sur le site de chez Flight One. J'en ai mis quelques-uns pendant cette vidéo, vous pouvez peut-être même vous en servir pour monter votre prochain drone. Et en plus de ces diagrammes de connexion, utilisez un smoke stopper. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est simple, en général quand on branche notre carte et qu'il y a un court-circuit, il y a de la belle fumée magique qui s'en va. Pourquoi on appelle ça de la fumée magique? Parce que on transforme une carte de vol à 45-50 € en fumée. C'est un joli tour de magie, mais il fait mal au cœur celui-là. Le smoke stopper, vous pouvez soit le construire vous-même, je vais essayer de mettre le lien dans la description de celui que j'ai construit, qui est très très moche, mais qui utilise une ampoule de feu de croisement et feu de route de voiture. Donc en fait vous avez deux filaments, un faible puissance, les feux de croisement, et un plus fort, les feux de route. Euh, et résultat, vous pouvez, grâce à un switch, vous amuser à envoyer un peu de voltage ou un voltage un peu plus élevé dans votre carte de vol pour voir si tout fonctionne correctement. L'avantage de ce smoke stopper, c'est que s'il y a un problème de court-circuit, l'ampoule va juste cramer. Donc l'ampoule va claquer, le filament va se casser à l'intérieur, et donc plus aucun voltage ne passera à travers. Les smoke stoppers que vous pouvez acheter dans certains magasins, je sais pas, je n'arrive pas à avoir confiance en ces trucs-là. Si vous en avez et que ça fonctionne très bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça pourra aider ceux qui sont en train d'en chercher. Moi en tout cas, je me sers de ma version artisanale, et c'est moche, mais ça fait le taf. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, vous savez à peu près pourquoi cette carte est vraiment super sympa. Vous savez qu'il faut la brancher directement à votre ordinateur dès que vous la recevez pour vérifier qu'elle ne soit pas morte dans son emballage. Vous savez quel câblage est fourni, quels câbles sont en option. Je vous conseille de prendre les câbles en option si vous ne les prenez pas. Ça vous évitera de devoir fabriquer des harnais de câbles un peu douteux. Au moins, tout cela sont plug and play et fonctionnent directement. Vous savez où se connecte quoi, donc théoriquement vous ne devriez plus faire d'erreur. Les diagrammes de connexion sont en plus disponibles un peu partout. Et en plus, vous savez que niveau montage, il n'y a rien de plus facile. Et surtout, j'espère que vous allez retenir une chose,
c'est utiliser un smoke stopper. Ça vous évitera de cramer une carte bêtement. Alors certains vont me dire que c'est un peu biaisé puisque je suis sponsor Flight One, je bosse avec eux, je ne vole quasiment qu'avec leur matériel. Mais quand j'ai commencé il y a 7 ans, bah, on galérait tous quasiment sur les mêmes cartes de vol pourries, sur nos NASA, nos CC3D et compagnie. J'ai vu l'évolution du FPV et du drone en général. Betaflight est très sympa, mais c'est une usine à gaz. Il y a énormément d'options un peu partout, c'est très chiant à tuner. J'ai vraiment été ravi par la facilité du software de Flight One. Vous avez quand même un firmware qui va faire les réglages pour vous. Quasiment tout est automatisé dans des wizards. Le preset de base, même le preset de défaut, à mon goût, vole mieux que la plupart des quads en Betaflight que je peux tester à droite à gauche. Je vous conseille de l'essayer au moins une fois, essayer de trouver un ami, essayer de trouver quelqu'un peut-être qui vole avec et qui vous laissera essayer son quad. Je sais que c'est très personnel et je le fais pas souvent, mais ça peut arriver. Essayez de trouver une carte. Même une ancienne Revolt OSD, elles sont magnifiques comme carte de vol. C'est un processeur F4, d'accord, ça vaut pas la H7, mais ça vole très très bien avec Falco X. Moi, je vous conseille de l'essayer, c'est vraiment quelque chose de simple. Pour résumer ça, en essayant d'être le plus objectif possible, je pense que vous avez quand même un rapport qualité-prix et performance-prix hallucinant. Pour une carte de vol qui va vous coûter entre 45 et 60 euros en fonction des revendeurs, je crois qu'elle est à 50 $ sur le site Flight One, vous vous retrouvez avec une carte top qualité qui est disponible en 20-20 et 30-30 juste en enlevant les petites oreillettes. Vous avez une facilité de montage et de configuration de fou avec Falco X. Je veux dire, tous les wizards font tout pour vous, vous avez juste à lui répondre quand il vous pose une question, et tout est configuré prêt à voler. Vous laissez tout en défaut et je vous promets que ça vole très bien. Il y a de jolies couleurs et de jolis stickers. Une disponibilité en Europe qui est quand même bien améliorée par rapport aux anciennes cartes Flight One. Alors oui, c'est encore un peu la misère, je vous avoue. Essayez quand même de garder à l'esprit qu'on sort pas vraiment, en fait, on est encore en plein dedans, mais pour ceux qui regarderont d'ici 6 mois, 1 an, bah, envoyez-moi un message si c'est terminé. J'aimerais bien le savoir avant tout le monde. Non, ça marche pas comme ça? Merde. Voilà, c'est une période qui est assez difficile au niveau de l'électronique, surtout pour les petites entreprises, parce que déjà les grandes entreprises ont du mal. Si vous voyez Nvidia qui n'arrive plus à sortir de cartes graphiques, c'est pas juste à cause des mineurs de crypto-monnaies, hein. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de composants électroniques ou de composants induits dans la création de la plupart de notre électronique qui ne sont plus disponibles en ce moment et qui sont très durs à trouver. Les grandes entreprises ont du mal, les petites entreprises comme Flight One, qui reste une petite entreprise familiale au final, bah forcément on est impacté. Donc oui, c'est long, je suis désolé, on essaye de faire de notre mieux, mais à part attendre et croiser les doigts, on peut pas faire grand chose. Mais je vous promets que ça ira mieux. Autre chose avec cette carte, elle a quand même été approuvée par les plus grands racers au final. Minchan l'a adorée, je ne connais pas tout le monde, donc je vais pas vous donner de nom au pif, mais je sais qu'au niveau racing, Falco X, c'est quasiment imbattable. Au niveau freestyle, par contre, bah, j'ai quasiment trouvé personne pour s'en plaindre. Je veux dire, Blackbird, quand vous voyez son style et son skill, alors oui, bien évidemment, si vous prenez une carte Flight One Falco X, vous n'aurez pas le talent de Blackbird, hein, on est d'accord. Je l'ai cru au début, mais ça marche pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est une carte qui est vraiment adorée par aussi bien les racers que les gens qui font du freestyle. Moi, en tout cas, je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment une des meilleures cartes que j'ai pu avoir entre les mains et sur un de mes drones. Et surtout, une équipe de développeurs aux petits oignons. Non, ils se mangent pas. Je pense pas. Peut-être. Faudrait goûter. Mais ils essayent vraiment de vous apporter toutes les features possibles. J'ai insisté pour leur dire qu'on avait vraiment besoin d'un baromètre dans les lois drone européennes. Ils sont en train d'essayer d'intégrer justement la compatibilité baromètre de notre H7. Je leur ai dit qu'il nous fallait donc le RTH, il a été fait. La home distance avec la home arrow pour faciliter le truc et pour avoir justement les infos sur l'OSD pour savoir où on en est, ça va être fait. L'altitude, pour l'instant, se sert du GPS, mais c'est intégré. Je veux dire, voilà, ils sont vraiment là pour aider et pour rajouter le plus de fonctionnalités possible. Pour les demander, bah, c'est tout simple, vous pouvez venir sur le Discord, vous pouvez venir sur le GitHub, vous pouvez venir sur les groupes Facebook. Les développeurs sont là, font leur maximum, et au-dessus, on a Preston qui nous fait de l'électronique de grande qualité, et des développeurs à côté qui y mettent tout leur cœur et qui sont vraiment motivés pour essayer de nous aider. Donc on se retrouve vraiment avec une carte de vol qui est magnifique, magique, pour vraiment peu cher au final, et que je vous conseille à tous d'acheter. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que je vous ai tout dit sur la H7, en tout cas si vous avez d'autres informations que vous aimeriez avoir, bah, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire en dessous, je vous répondrai avec plaisir. Merci d'être resté avec moi aussi longtemps, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle encore que vous avez ma boutique Spreadshirt avec de jolis t-shirts,
comme celui-ci, et comme beaucoup d'autres que ma femme fait avec amour, justement pour tous les amateurs de drones et pour m'aider un petit peu dans mon aventure YouTube. Si vous voulez soutenir la chaîne et repartir avec un t-shirt génial, bah, je pense que la boutique Spreadshirt, c'est vraiment la bonne idée. Si vous avez envie de faire comme Julien, de me soutenir sur Patreon et de devenir un de mes mécènes, bah, n'hésitez surtout pas. Si vous avez envie de faire comme Eric et de m'envoyer un petit quelque chose comme ça pour m'encourager et me soutenir, bah pareil, j'en serais très reconnaissant. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé, merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui mettent des petits pouces en l'air. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les pilotes, bon vol!